Bienvenue si vous nous rejoignez. Si Volodymyr Zelensky avait dans ses valises le plan pour faire plier la Russie, le président ukrainien doit se rendre à Washington. Il y avait des rumeurs depuis 24 heures. Et bien ça y est, c'est confirmé. Le président ukrainien lui-même l'a annoncé cet après-midi. Écoutez. Ce mois-ci, j'ai prévu de rencontrer le président Biden. Je lui présenterai un plan de victoire, un système de solutions interconnectées qui donnera à l'Ukraine suffisamment de pouvoir pour mettre cette guerre sur la voie de la paix. Alors justement, on va en parler avec nos invités, le général François Chauvency, consultant géopolitique pour LCI. Bonjour. Et Magali Barthez est également avec nous. Bonjour Magali. Bonjour. Un troisième invité nous rejoint bien évidemment dans quelques instants. Mais d'abord, on va partir en Ukraine, rejoindre notre équipe sur place. Thomas Misraki, Vincent Wartner. Bonjour. Vous aviez ces informations comme quoi effectivement Volodymyr Zelensky allait se rendre aux États-Unis. Quel est le but de ce voyage ? Volodymyr Zelensky devrait finalement se rendre aux États-Unis d'ici la fin du mois. C'est ce qu'a annoncé le président ukrainien. Ce matin, pourtant, l'un de ses proches nous affirmait qu'il pourrait se rendre à Washington dans les heures qui viennent. Il faut donc prendre toutes ces informations avec beaucoup de précautions. Le but de ce déplacement serait double. D'abord, de présenter un plan global pour la victoire, une série de solutions interconnectées qui comprendraient notamment l'utilisation d'armes à longue portée occidentale par les Ukrainiens pour aller frapper les Russes en profondeur. Une demande faite par l'Ukraine depuis plusieurs mois, mais les Américains ont quelques doutes. Joe Biden est réservé sur l'utilisation de ce type d'armes. Il veut d'abord savoir pourquoi ces armes vont être utilisées, quelles cibles seraient visées, comment elles vont l'être et ce que cela changerait au rapport de force entre les Russes et les Ukrainiens. Un centre de réflexion américain estimait il y a quelques jours que près de 250 cibles pourraient être atteintes grâce à ces armes longue portée sur le territoire russe, parmi lesquelles des bases aériennes mais aussi des hangars, des dépôts de carburant, ce qui pourrait rééquilibrer le rapport de force sur le front Est. Merci beaucoup Thomas. Avec ce plan de paix dont Volodymyr Zelensky parlait depuis un petit moment déjà, il se rend donc à Washington, c'est confirmé Magali? Oui, alors c'est confirmé, mais on n'a pas de date très précise. Alors, on nous dit avant la fin du mois, alors qu'il y avait un certain nombre d'informations, de rumeurs qui nous parlaient d'une arrivée de Zelensky à Washington aujourd'hui, parce que vous savez que dans le bureau de Joe Biden, tout à l'heure, il y aura Keir Starmer, qui est le Premier ministre anglais, et certains se demandaient si justement Zelensky n'allait pas s'inviter à ce moment-là pour parler justement des frappes dans la profondeur de la Russie. Donc manifestement, en fait, il n'y a rien de changé parce qu'on savait que Zelensky irait à Washington. On se doutait que ce serait en fait en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Ça se tient d'ici une dizaine de jours avec les dirigeants de la planète. Et on sentait bien que c'était une fenêtre diplomatique importante et intéressante pour Zelensky pour parler aux grands de la planète et notamment évidemment d'en profiter pour en marge de ce déplacement aller voir Joe Biden, aller voir également Kamala Harris parce que c'est ce qu'il a prévu, c'est ce qu'il a annoncé, aller voir aussi Donald Trump. C'est-à-dire qu'on sent bien que évidemment les États-Unis décident de beaucoup de choses dans cette guerre et notamment de la stratégie des Occidentaux et que évidemment aller essayer de lever un certain nombre de vétos, de restrictions qu'ont mis les Américains à l'emploi des armes occidentales, évidemment, ça fait partie de ce plan que Zelensky veut présenter aux Américains et aux Occidentaux. Alors, plan pour la victoire. Évidemment, il y a beaucoup de communication quand on emploie ce mot plan de la victoire, parce que pour le moment, c'est quand même pas ce qu'on voit sur le terrain en Ukraine. Il ne faut pas se leurrer. Mais il y a une espèce d'habillage marketing de Zelensky pour essayer justement d'emmener les Occidentaux davantage avec lui, alors qu'il est encore en train de dire mais pourquoi est-ce que les Occidentaux attendent tant cette lenteur? Elle nous fait perdre des vies, elle nous fait perdre du terrain. Mais alors, ce qui est assez, j'allais dire presque spectaculaire, c'est quels que soient les sujets, que c'était les chars, que c'était d'arrêter de livrer plutôt des armes défensives, qu'on aille sur les armes offensives, que ce soit maintenant aujourd'hui les missiles longue portée, on a l'impression que c'est toujours le même scénario qui se répète. Les Occidentaux qui disent d'abord non, puis finalement oui, allez-y, et puis sur chaque dossier on avance comme ça.
Donc à la fin, ils diront forcément oui comme sur le reste ou pas? C'est très difficile à dire, on a du mal à comprendre, je le reconnais. Quand on regarde ça, c'est où on donne pas, où on soutient, on ne soutient pas. Si on soutient l'Ukraine et qu'on le dit tous les jours, comment comprendre qu'on ne donne pas toutes les autorisations nécessaires? Alors je ne pense pas que ce soit une question purement militaire, c'est plutôt une question de conséquences géopolitiques. Et c'est vrai qu'on parle toujours qu'il ne faut pas avoir peur de Poutine et de ce qu'il va dire ou faire, mais néanmoins, je pense qu'il y a une crainte intrinsèque de dire Poutine, s'il est mis en difficulté, qu'est-ce qu'il est capable de nous produire? On va écouter Vladimir Poutine dans un instant. Mais regardez d'abord les informations du Times sur Joe Biden, sur ces fameux missiles à longue portée. Est-ce que les Occidentaux doivent autoriser les Ukrainiens à les utiliser pour frapper en profondeur en Russie? Voilà ce que dirait Joe Biden. Oui, pourquoi pas? Faites-le avec les Storm Shadows britanniques et les Scalp français, mais pas avec les attaques MS américains. Alors déjà, une question naïve. Oui. Pourquoi il faudrait le feu vert américain sur ces armes britanniques et françaises? J'ai pas la réponse, mais quand j'ai lu ça, parce qu'il me semblait bien que nous étions tout à fait souverains dans la production de nos armements, et que nous avons eu le cas pour d'autres armes comme le Rafale, pour l'exportation. Dès lors qu'il y a une pièce américaine ou plusieurs pièces américaines dans ce type d'armement, c'est les États-Unis qui disent oui ou non, vous avez le droit de les utiliser. Et là, ce qui est le cas là. C'est ce que je comprends. Pour l'instant, j'étais encore très naïf en croyant qu'on avait une industrie de défense française complètement souveraine. J'ai l'impression, et ça j'avoue que j'ai découvert ça, que le Scalp serait dépendant de la décision des États-Unis. Ce qui veut dire indirectement, c'est que c'est les États-Unis qui tiennent les rênes de ce conflit. C'est eux qui disent oui ou non, vous avez le droit de faire ceci, y compris aux Français, y compris aux Britanniques, y compris à bien d'autres. Donc en fait, le seul meneur de jeu là-dedans, c'est Joe Biden, avec les États-Unis derrière. Et je crois qu'on peut se poser des questions indirectement sur notre souveraineté, notre capacité à défendre finalement un État, je dirais, allié. Et puis quand même, il me semble bien avoir entendu dire qu'on n'était quand même pas du tout opposé à ce que nos Scalp ou autres Storm Shadows soient utilisés, me semble-t-il, en Russie. Si je ne me trompe pas. Bon, donc là, il y a une interrogation. Alors effectivement, je pense que la grande crainte, c'est que le conflit s'élargisse et que de fil en aiguille, on soit conduit à aller nous battre, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que simplement, on va voir l'Ukraine d'un côté peut-être être en difficulté, puis d'autre part, la compréhension par la Russie et de ses alliés que finalement les Occidentaux aident de trop l'Ukraine et qui ne trouvent pas ça légitime et qu'en fait ça nous obligerait nous à nous engager plus parce que les moyens d'en face seraient supérieurs. Et ça c'est une vraie question qu'on peut se poser. Alors maintenant, est-ce qu'il faut avoir peur? Le risque existe, mais je pense que toutes les menaces... Teasing, est-ce qu'il faut avoir peur? Vous nous répondrez parce qu'on a je ne savais pas. Une déclaration de Vladimir Poutine à vous faire écouter. Je reste là sur les missiles longue portée. Pardon, général, de vous couper ainsi. Mais dans la déclaration de Joe Biden, il est question effectivement des Scalp et des Storm Shadow. Oui, pourquoi pas. Mais alors, pourquoi il ne donnerait pas son feu vert pour les attaques MS alors? Parce qu'il préfère laisser les Britanniques et les Français en première ligne. En première ligne. Pour ne pas justement s'exposer trop à la colère ou les représailles de Vladimir Poutine. C'est plus facile de dire que ce sont les Scalp et les Storm Shadow qui vont aller frapper la Russie. C'est évidemment politiquement... Alors, peut-être un peu hypocrite, mais ça permet aussi de sauver certainement une forme d'apparence. Mais c'est exactement là ce que dénonce en ce moment même à Kiev Zelensky. C'est-à-dire, il dit, mais les Occidentaux ont peur de dire ce qu'ils font véritablement. C'est la déclaration qu'il fait à l'instant. Mais oui, on a face à nous un pays qui a l'arme nucléaire quand même. Et ça, du côté de Washington, on ne l'oublie absolument jamais. Cette crainte de l'escalade, elle est là depuis le premier jour. Alors, c'est vrai qu'on sent que les limites, elles sont sans cesse repoussées. Je pense que Zelensky espérait que cette offensive qu'il a menée sur le territoire russe, à Koursk, lève un certain nombre, justement, de restrictions américaines parce que, en disant, vous voyez bien, on attaque, on rentre sur le territoire russe, on utilise des armes américaines parce qu'à ce moment-là, il y a des HIMARS américains qui ont aidé à l'offensive ukrainienne et il n'y a pas eu de riposte de Vladimir Poutine alors qu'il aurait pu dire notre territoire est attaqué, nos intérêts vitaux sont menacés. Alors oui, je peux légitimement
décider du nucléaire. On voit bien que c'est pas ce qu'a fait Poutine. Donc pour Zelensky, c'est bien un argument qu'il fait valoir en disant mais c'est du bluff, ne vous laissez pas berner. Mais on voit et ce qui est assez normal, l'extrême prudence américaine. Alors ils sont pas tous d'accord dans l'entourage de Joe Biden. C'est-à-dire qu'il y a une ligne qui est plutôt sur la ligne Anthony Blinken, que le secrétaire d'État américain, qu'on a vu aller à Kiev cette semaine avec son homologue britannique d'ailleurs. Et on l'a senti. On est là pour vous écouter. Si vous avez besoin de choses, on vous les donnera. On s'adapte en fonction de ce qui se passe sur le territoire. Ce qui milite quand même pour une évolution de la doctrine américaine, c'est qu'il y a eu ces livraisons de missiles balistiques iraniens aux Russes, qui a vraiment été vécu à Washington comme une escalade, parce que ça avait vraiment été d'une certaine façon anticipé. Les Américains avaient mis en garde en disant si vraiment ça se fait, attention à ce qu'on pourra faire. Donc on pourrait se dire que voilà, les Russes escaladent en faisant appel aux missiles iraniens. Donc les Occidentaux disent il faut aussi qu'on monte d'un cran. Mais tout le monde, encore une fois, n'est pas d'accord, visiblement, dans l'entourage de Joe Biden. Et certains, je pense à John Kirby de la Sécurité nationale, s'inquiètent énormément justement de ce risque d'engrenage. Parce qu'on voit bien que cet engrenage, de facto, on y est quand même. À chaque fois que la Russie escalade, on est obligé de passer, nous aussi, un nouveau cap. Un nouveau cap. Et vous parliez de Volodymyr Zelensky et du fait que les Occidentaux avaient peur. On l'écoutera dans un instant parce que, comme il vient de s'exprimer, le président ukrainien, au fur et à mesure, on pourra vous faire écouter ses déclarations. Mais hier, il interpellait encore une fois les Occidentaux. Vous êtes bien gentils avec vos restrictions, mais le problème, c'est qu'on n'en a pas assez de ces missiles longue portée. Écoutez. Si les restrictions sur les missiles sont levées, mais que nous n'avons pas de missiles, alors ce n'est pas vraiment une levée des restrictions. C'est juste une autre manière de ne pas donner de décision positive sur l'utilisation des armes concernées. C'est vraiment, pardon de le dire comme ça, le nerf de la guerre aujourd'hui, ces missiles longue portée ? Oui, parce que en fait, la vraie question, c'est pas tellement de les utiliser, mais les utiliser sur le territoire russe. Donc c'est tout un symbole. C'est une attaque de missiles occidentaux sur la terre russe, qui effectivement peut être interprétée de différentes façons par Poutine. Soit c'est effectivement, comme d'habitude dans une guerre, on utilise les armes qu'on a de l'autre côté, soit effectivement je l'interprète comme étant une attaque organisée par l'OTAN et ses États membres contre le territoire russe. Et donc susciter effectivement l'escalade dont on vient de parler. Alors maintenant, ne pas avoir peur. Je crois qu'en fait, est-ce qu'on a peur ? C'est une question, on est prudent. Ça, je vais un peu tourner autour. On est prudent. En revanche, posons-nous la question. Si jamais Poutine estime qu'il a besoin d'utiliser ce qu'on craint, l'arme nucléaire, la question pour moi n'est pas tellement l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est qu'est-ce qu'on fait après, nous ? Et quelle serait la réponse des Occidentaux et notamment des Américains si effectivement cette arme nucléaire était utilisée même sur un simple îlot serpent, par exemple ? Quelle serait la mesure de représailles qu'on pourrait mener, même s'il y a eu des mises en garde dans le passé par les Américains vis-à-vis de la Russie. Mais là, on n'est plus dans l'engrenage. On monte aux extrêmes. Et donc, je pense que c'est ça qu'on veut éviter, c'est-à-dire qu'on n'écarte pas la possibilité, finalement, d'une arme nucléaire qui puisse être utilisée, mais surtout, qu'est-ce qu'on va donner comme réponse qui serait suivie par nos gouvernements, qui serait suivi par nos opinions publiques et qui en fait conduirait indirectement, pourquoi pas, à dire bon maintenant les Ukrainiens ça suffit, on ne va pas se lancer dans une arme nucléaire pour vous faire plaisir, donc vous allez accepter les conditions de paix de Poutine. Et je me demande si dans l'arrière-pensée stratégique, géopolitique des Américains, c'est pas ça qui est recherché, ne pas se retrouver dans une situation qu'on ne voudra pas assumer jusqu'au bout compte tenu des conséquences. D'où le fait qu'on a cette impression qu'ils freinent. Oui, ils freinent parce qu'ils veulent, et ce que j'ai dit tout à l'heure, ils gardent les rênes courtes à l'Ukraine, comme on dit chez les cavaliers. Garde la reine courte, c'est-à-dire que on vous donne des armes, vous en faites pas ce que vous voulez. Si on vous les a données, c'est pour en faire ce que nous voulons. Est-ce que ça ne veut pas dire on laisse les Ukrainiens faire la guerre à moitié ? Oui, tout à fait. Mais parce que, ce que je viens de vous expliquer, je pense que le risque ultime est que ferions-nous si effectivement une arme nucléaire, même sans dommage majeur, est utilisée avec tout ce qu'on a dit auparavant. Mais là, ce que disait Magali, parce qu'effectivement, Volodymyr Zelensky, cet après-midi, s'est exprimé, et à un moment donné, il parle, pourquoi vous ne nous donnez même pas les moyens de nous défendre ? Il parle de la défense antiaérienne notamment, et il fait un parallèle. Vous le faites au Moyen-Orient, pourquoi pas chez nous ? Écoutez. Si les alliés abattent conjointement des missiles et des drones sur les sites du Moyen-Orient,
Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de décision similaire pour abattre conjointement les missiles russes et les Shahed iraniens dans le ciel de l'Ukraine ? Et cela n'est même pas fait lorsque les missiles et les drones se dirigent littéralement vers les territoires voisins. Et là, il ajoute, alors les Occidentaux ont même peur de juste dire « nous y travaillons ». Donc il y a cette peur dont parlait Magali. Mais d'abord, qu'est-ce que vous pourriez répondre là ? Effectivement, les alliés dans le ciel du Moyen-Orient, ils ne se posent pas de questions. Pourquoi chez nous, ils s'en posent ? Il y a 2 points. D'abord, il faut se rappeler qu'il y a environ un mois, le président Zelensky a déjà demandé à ce que l'espace aérien ukrainien soit protégé par l'OTAN. Oui. Et il continue dans sa ligne. Alors il le dit moins fermement aujourd'hui de manière indirecte, mais il voudrait bien que l'OTAN participe à cette défense aérienne par des avions, et des avions de l'OTAN, pas par des avions ukrainiens. Maintenant, effectivement, cette notion de défense d'Israël par rapport face à une agression iranienne et par rapport à l'Ukraine face à la Russie, il y a 2 poids 2 mesures sans aucun doute. C'est très clair. Peut-être aussi que le terrain ne s'y prête pas. N'oublions pas que toutes les interceptions, si je me souviens bien, occidentales au profit d'Israël, ça a été dans des pays où on avait des bases. Voilà. Par contre, il y a une chose effectivement qui est très curieuse et ça m'a un petit peu surpris, ces différents drones et autres russes qui sont passés au-dessus de la Lituanie, je crois, ou même de la Pologne. Il y a eu 2-3, je dirais, erreurs ou tests. On en a débattu ici. Je ne comprends pas que, même si parfois c'est difficile à faire, que ces États, en tant qu'États souverains, n'aient pas détruit ces engins qui passaient au-dessus de leur sol au titre de la souveraineté nationale. Alors, est-ce que c'est parce que c'est trop difficile à défendre, à détruire ? Est-ce qu'il n'y a pas eux-mêmes les moyens de défendre le territoire ? Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas peur, finalement, d'y aller ? Et ils voudraient bien que les autres y aillent, mais pas eux. Parce que ça aussi, quand on entend les Lituaniens, les Lettons, les Polonais, allez-y les petits gars, en disant, ça serait bien que l'OTAN aille un peu plus. Voilà, donc on a un certain nombre de problématiques qui sont plus politiques que finalement militaires, et avec des choix politiques qui font que l'Ukraine a une main liée dans le dos. Mais choix politiques plus difficiles à faire que les 2 dernières années ? On a eu des débats sur ce que je disais tout à l'heure, sur d'autres armes que ces missiles longue portée. À chaque fois, ça a été dans le sens de l'Ukraine. Est-ce que là, vous sentez qu'il y a plus de blocage ? Il y a plus de blocage parce que attaquer le territoire russe directement, je pense que, oui, dans la tête des dirigeants, et notamment dans celle de Joe Biden, c'est quand même un cap plus compliqué à franchir. Après, on comprend évidemment la frustration, l'exaspération de Zelensky, qui voit que les bombardiers décollent de base qu'il n'a pas le droit d'aller atteindre, alors qu'en soi, il pourrait avoir les moyens d'empêcher ces avions d'aller frapper le territoire ukrainien. Mais il est certain que la comparaison avec le Proche-Orient que veut faire Zelensky, en effet, c'est pas la première fois qu'il le dit. Il faut comprendre que quand même la défense d'Israël, c'est au cœur de la politique américaine, la politique étrangère américaine, que l'Ukraine n'est pas à ce point-là essentiel, et que ce dossier du Proche-Orient, pour les Américains, évidemment. Mais donc c'est pour ça que certainement il y a cette négociation en coulisses aujourd'hui de dire, utilisez les missiles français et britanniques, mais laissez-nous un pied derrière. C'était même une politique même d'Obama assez affichée en disant les autres devant et nous on restera en soutien derrière. Bon, encore faut-il qu'il lève ce veto-là. Mais il est certain que si Zelensky n'obtient pas quand même cette levée des restrictions, ça va être très 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 compliqué sur le terrain en Ukraine. Et quand il dit que obtenir cette autorisation, ça fait partie de son plan, il est certain que s'il ne l'obtient pas, après, ça va être très 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 compliqué. Bon, là, on a bien compris que c'était bien plus difficile là, parce que les Occidentaux doivent prendre cette décision que leurs armes aillent frapper le territoire russe. Et puis, il y a en plus un problème juste de stock, manifestement. Les Storm Shadow, les Scalp, on n'en a pas non plus de manière exponentielle. En revanche, les Américains, eux, ils ont des armes de longue portée dans des conditions plus importantes. Et donc, c'est aussi là-dessus que Zelensky dit, quelques missiles, ça ne nous suffira pas de toute manière. C'est pour ça que pour lui, l'aval américain est quand même... C'est ce qu'il ira sans doute. Enfin, il tentera de décrocher peut-être cet aval aux États-Unis quand il ira à Washington dans les jours qui viennent, même si on a bien compris que ça allait être compliqué quand même. Oui, et puis le fait qu'il n'y aille pas tout de suite, alors que quand même certaines ambassades pensaient qu'il irait
c'est un signe. C'est peut-être tout de suite, ça vous a paru. Ou alors il y a une volonté de ne pas communiquer dessus. Attendons de voir. La patience est une vertu, on le rappelle. Et alors, vous parliez de cette peur, effectivement, des Occidentaux. Est-ce qu'il faut autoriser à utiliser nos armes sur le sol russe ou pas ? Il faut tenir compte d'un paramètre, c'est Vladimir Poutine, qui évidemment met en garde. Écoutez. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou non autoriser le régime ukrainien à frapper la Russie avec ses armes. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans le conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien de moins que la participation directe des pays de l'OTAN, les États-Unis, les pays européens, à la guerre en Ukraine. Si c'est le cas, alors en tenant compte du changement de la nature du conflit, nous prendrons les décisions appropriées en fonction des menaces auxquelles nous serons confrontés. Est-ce qu'il a raison ou pas ? C'est-à-dire que les armes occidentales qui seraient retrouvées sur le sol russe, ça voudrait dire qu'il y a une implication des Occidentaux dans cette guerre. Ce que je vais expliquer tout à l'heure, tout dépend finalement de la compréhension politique officielle de Vladimir Poutine. Soit c'est nul et non avenu, oui, il y a des armes occidentales au service des Ukrainiens, soit je prends ça en considération et effectivement je me sens agressé, ce qui va me contraindre à prendre d'autres mesures sans les spécifier. Et on revient à tout le débat, mais pas uniquement le nucléaire, mais ça veut dire aussi peut-être d'autres actions, quelles qu'elles soient, parce que finalement la Russie est en guerre, quoi qu'on puisse en dire, et elle n'a pas l'intention de la perdre, cette guerre, donc elle prendra tous les moyens nécessaires pour la gagner. Donc finalement, il rappelle simplement cette mise en garde très ferme, mais d'un autre côté, il n'a pas trop le choix actuellement, parce qu'on est dans une phase, je dirais, où il sent peut-être un peu une victoire, j'ai pas dit la victoire, mais une victoire sur le terrain. Il sait que sur le terrain, ça n'avance pas si vite que cela, que tout changement des moyens militaires sur le terrain militaire fait qu'il pourrait peut-être complètement échouer dans ses conquêtes telles qu'il les conçoit aujourd'hui. Donc, par le discours, il gagne du temps aussi, et qu'il veut retarder au plus loin la prise de décision, et pendant ce temps, ses troupes avancent sur le terrain. Oui, forcément. Mais alors, qu'est-ce qu'on en pense du côté de la Russie ? On va retrouver Jérôme Garraud, notre correspondant. Bonjour Jérôme. Ce n'est pas la première fois que le président russe met en garde comme ça les Occidentaux. Comment on en parle en Russie ? Bonjour, alors en tout cas cette déclaration de Vladimir Poutine est très largement reprise dans les médias russes. Je vous montre ce journal, Commerçante. C'est un quotidien économique assez réputé moscovite. Et voici la une aujourd'hui. Il est écrit « Vladimir Poutine trace ses lignes rouges ». Hier soir, au journal télévisé, c'était également cette déclaration du président russe faisait partie des tout premiers titres. Alors ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine met en garde l'Occident. Il a plusieurs fois, au cours de ce conflit, répété qu'on se rapprochait d'une guerre ouverte entre l'OTAN et la Russie, mais sans jamais donner de limite vraiment très claires. Hier, il a dit si des missiles européens ou américains de longue portée tombent sur le territoire russe, alors cela changera la nature du conflit et cela provoquera une guerre entre la Russie et l'OTAN. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu plus précis, même si la nature de la réplique russe, la réponse russe reste floue et n'a pas été précisée. Elle reste toujours floue finalement cette réponse russe. Merci beaucoup Jérôme, avec Michael Merle depuis Moscou, nos correspondants.